Europe 1 Soir. 19h-20h. Hélène Zélani. 19h45, merci à ceux qui nous rejoignent sur Europe 1. À mes côtés jusqu'à 20h, Frédéric Ploquin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la police, du grand banditisme et du renseignement et surtout vous publiez une enquête sur les réseaux secrets de la police aux éditions du Nouveau Monde. On va bien sûr en parler. D'abord, si vous le voulez bien, on va évoquer la situation actuelle puisque depuis vendredi, la France est en situation d'alerte urgence attentat, le niveau le plus élevé du plan Vigipirate et bien sûr les policiers sont en première ligne. Les policiers sont toujours en première ligne en cas de crise. Les policiers, c'est un peu le rempart de la République. Quand il y a une émeute, ce sont eux qu'on envoie. Quand il y a du trafic de stupéfiants qui se développe sur le territoire, on les appelle au secours, on leur dit mais pourquoi vous n'êtes pas là, allez partout, etc. Et évidemment, quand il y a un risque terroriste fort, on se repose sur eux. Donc ce sont à la fois les policiers, sont à la fois ceux qui nous protègent. D'ailleurs, quand on fait des sondages, 80% des Français les soutiennent. Et en même temps, paradoxalement, le grand paradoxe, c'est qu'en même temps, il y a une propension dans ce pays à leur taper dessus. Et il y a beaucoup de gens qui font profession de cela, qui aiment taper sur les flics. Alors, il y en a, c'est pour prospérer politiquement en espérant avoir des voix. Il y en a, c'est par idéologie pure, quoi. Ils détestent la police comme ça. Et puis, c'est finalement le moteur de leur engagement politique, c'est la détestation de la police. Et puis, il y en a d'autres. Bon, ce sont les voyous, évidemment, les criminels eux-mêmes qui eux sont des hors-la-loi et qui détestent la police pour d'autres raisons. C'est qu'elle leur court après, qu'elle leur prend des parts de marché, et qu'elle leur donne des coups. Et la police qui en plus est parfois sollicitée pour des raisons qui n'en sont pas, puisqu'on a vu aujourd'hui 10 alertes à la bombe dans 10 aéroports, le château de Versailles, 3e alerte à la bombe en 5 jours. On a l'impression que c'est très facile, il suffit d'envoyer un mail et finalement on n'a pas le choix, il faut évacuer. Absolument, mais la police, elle dispose aussi d'armes qui lui permettent à moyen terme et peut-être parfois même à court terme d'identifier ceux qui envoient ce genre de mails. Donc effectivement, c'est très facile depuis sa salle de bain ou je ne sais quoi, ou son salon, depuis son téléphone, d'envoyer pour mettre un peu de bordel comme ça, ce type de message. Mais en fait, c'est assez retraçable, il faut le dire à ceux qui se livrent à ce genre de jeu. C'est qu'il y a régulièrement des arrestations et on peut les remonter. Je rappelle quand même que la police française, elle s'est un peu, et la gendarmerie aussi d'ailleurs, modernisée et qu'aujourd'hui, il y a des services, on va dire, cyber qui sont assez costauds et on a intérêt d'ailleurs parce que il se passe tellement de choses, de menaces, de conversations dans le cyberespace qu'on a ce besoin-là très fort. Et Éric Dupond-Moretti a prévenu d'ailleurs que les responsables de ces fausses alertes seraient arrêtés et punis. Alors Frédéric Ploquin, je voudrais qu'on en vienne à votre livre, donc les réseaux secrets de la police, dont vous nous aviez d'ailleurs annoncé en exclusivité la sortie dans cette émission il y a quelques semaines, on ne l'a pas oublié. Alors vous décrivez l'influence de la franc-maçonnerie dans la police, vous vous attaquez à un sujet qui est complètement tabou. Absolument, si vous voulez, moi ça fait une quarantaine d'années quand même que j'écris sur la police, que je travaille sur la police, donc je peux me permettre, ayant accumulé énormément d'éléments, ayant énormément de contacts dans cette maison, d'explorer ces faces cachées de la police. Et je pense qu'il faut faire un lien avec ce qu'on vient de se dire avant, c'est-à-dire que plus une institution est isolée dans la société, plus elle est critiquée, plus justement elle est détestée, attaquée, etc., plus elle a besoin de systèmes de protection interne, de créer des forteresses. De solidarité de solidarité, de faire des chaînes de solidarité. Et donc la police française, c'est vraiment une juxtaposition de clans, de chapelles. Vous avez les CRS, vous avez les gars qui font de la PJ, vous avez le renseignement. Et au-delà de ça, vous avez effectivement la franc-maçonnerie est implantée dans la police nationale, et dans la gendarmerie et dans l'armée d'ailleurs, plus que dans toutes les autres administrations françaises. Mais je pense que ça, c'est une des raisons. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans un commissariat qui est transformé en forteresse, quand vous êtes coupé de la société parce que finalement vous êtes en danger partout où vous allez, quand il est difficile, quand vous êtes flic, d'avoir une vie sociale normale, eh bien moi je trouve que c'est comme ça que j'explique en partie le succès de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire que ça permet aux policiers, en appartenant à une loge, je ne sais pas si tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais bon, on s'inscrit, on devient franc-maçon, on rentre. Il y a 2 grandes obédiences. Il y a le Grand Orient d'un côté qui rassemble plutôt les gens de gauche, entre guillemets, puis la grande loge nationale de France de l'autre côté, qui est plutôt à droite, donc ce qui est facile parce que les policiers s'identifient déjà à un camp déjà politiquement. Et après, vous avez des loges qui sont
des espaces où on se retrouve régulièrement, une fois par mois, à 30, on discute, on parle. Et là, pour les policiers, c'est à la fois un endroit où on peut avoir des relations sociales, c'est un endroit où on peut dire qu'on est policier, et c'est même un endroit où on peut réfléchir au métier qu'on fait, au métier de flic, à la place du policier dans la société. Et cette, voilà, cette prégnance de la franc-maçonnerie dans la police, elle date, ça fait au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale que ça dure. C'est très, très... Et vous avez jusqu'aux ministres qui sont là-dedans. Alors, il y a des très bons côtés, comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire, en gros, la sociabilisation, le fait de se trouver des amis, de pouvoir réfléchir. Et puis, il y a aussi les mauvais côtés, c'est-à-dire, c'est aussi l'endroit... ce sont des endroits transversaux où on peut un peu arranger les mutations, les promotions. Oui, il y a un côté un peu C'est plus cynique, c'est aussi une manière de prendre du galon absolument. et, C'est-à-dire et que même d'être élu pour, pour pourquoi les pas. syndicats de police, Il y a, par il y a- il y exemple. a un commissaire qui dit voilà, que la recherche, qui me dit dans le livre, il dit que la recherche, la constitution d'un réseau est quelquefois obsessionnelle chez les policiers et qu'à une époque, parce que je fais aussi de l'histoire de la police dans ce livre, c'est vraiment l'histoire des réseaux sous la Ve République, mais à une époque, il fallait être quand on était commissaire de police, si on voulait réussir et monter, il fallait avoir un pied à la GLNF, donc dans la franc-maçonnerie, il fallait avoir la carte au syndicat unique et il fallait être aussi avoir la carte du parti au pouvoir, qui était à l'époque le parti gaulliste. Si vous aviez ces trois éléments, vous aviez des chances de monter plus facilement les marches au détriment de ceux qui n'y étaient pas. Donc ça, c'est une des déviances possibles. Et aujourd'hui, enfin, je veux dire, il y a quand même, quand vous interrogez, comme je l'ai fait, moi j'ai interrogé des dizaines de policiers pour faire ce livre. Il y a pas, d'ailleurs, je parle pas que de la franc-maçonnerie, je parle du rugby, je parle des Auvergnats, je parle des pieds noirs, je parle de tous ces réseaux qui structurent la police, qui sont extrêmement nombreux. Mais vous vous rendez compte que si vous n'appartenez, il y a un directeur général de la police qui me dit, si vous ne vous constituez pas un réseau, si vous n'avez pas un réseau, vous n'êtes rien dans cette administration. Ça en dit long. Ça, ça en dit long. Vous nous avez pas donné de proportion. Est-ce qu'on a Mhm. un peu... D'abord, est-ce que ça touche tous les grades, Mhm. tous les niveaux sociaux, et dans quelle proportion? Bah, c'est très difficile de donner des chiffres parce qu'il n'y en a pas, mais en gros, plus vous montez dans l'administration en galon, plus vous êtes dans la hiérarchie, plus il vaut mieux appartenir à une école, enfin à une loge ou à une autre pour accélérer. Après, quand vous descendez un peu dans la hiérarchie, il y a un certain nombre... Chez les officiers, c'est aussi très prégnant. Alors, je dirais pas, chez les commissaires, ça peut être, voilà, 2 commissaires sur 3. Chez les officiers, ça peut être C'est énorme. 1 sur 2. Et chez les Deux gardiens de la paix, commissaires sur trois. chez les gardiens de la paix, c'est moins le cas. Mais vous avez quand même un certain nombre de gardiens de la paix qui rejoignent ces structures, souvent parce qu'elles sont à la fois dans les syndicats, dans les syndicats de police qui sont très 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 puissants. Parce qu'il y a deux choses. Je veux dire, c'est l'administration la plus syndiquée et l'administration où il y a le plus où la franc-maçonnerie est la plus présente. Et à mon avis, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que c'est aussi... Quand il y a un changement politique, vous êtes chef dans la police, il y a un changement politique, tout d'un coup, vous êtes comme un acrobate sans filet, vous allez tomber, vous allez vous retrouver dans un trou. Donc là, vous appelez, et moi, j'ai été surpris, c'est une des surprises de l'enquête qui est apparue, c'est que vous pouvez être finalement de gauche ou de droite et être rattrapé par un frère, parce que c'est comme ça qu'on appelle, Mhm. en cas de changement politique, qui va vous trouver un placard doré, qui va vous éviter l'humiliation, etc. Donc, c'est une espèce de système, ça me fait penser aux alpinistes qui, qui escaladent des pentes dures et glacées et qui doivent s'encorder. Et On s'encorde dans la police. vous dites aussi, c'est un kit de survie en milieu inconnu. Ce C'est qui ça. résume assez bien. C'est un kit de survie en milieu inconnu et en milieu hostile. Parce que on rejoint ce qu'on se disait au début, c'est que le policier est en but à l'hostilité permanente. Je veux dire, il a sans arrêt des citoyens qui se laissent pas faire. On va dire, le refus d'obtempérer est un sport national, mais il n'y a pas que ça. Donc il y a une espèce de... On va dire, le policier est relativement isolé dans cette société, et avec en plus les attentats terroristes, Magnanville, je le rappelle, des policiers agressés, tués chez eux par des terroristes. C'est-à-dire, ça fait qu'il y a besoin de protection, il y a besoin de boucliers, il y a besoin de barrières. Et en plus, le danger est à tous les coins de rue. Vous pouvez être amené, quand vous êtes gardien de la paix, à tout moment, à sortir votre arme de service, peut-être à vous en servir, et puis vous allez vous retrouver mal, vous allez vous retrouver à la rue, vous allez vous retrouver peut-être en prison même. Et à partir de là, d'où ce besoin inouï et très très fort de solidarité. Ce sont ces solidarités secrètes
et tabou effectivement jusque-là que j'ai voulu raconter et décrire. C'est passionnant et très étonnant. J'invite tout le monde à découvrir votre ouvrage Les réseaux secrets de la police aux éditions du Nouveau Monde. Qui paraît aujourd'hui. Qui paraît En aujourd'hui. On librairie. est vraiment au cœur de l'actualité. Merci beaucoup d'avoir Merci à offert vous. cette exclusivité à Europe 1. Merci Frédéric Merci, bonne Ploquin. soirée à vous.